Evelyne Heyer est une figure majeure dans le domaine de la génétique des populations humaines. Professeure au Muséum national d'histoire naturelle, elle mène des recherches sur l'évolution génétique de notre espèce et sa diversité. Ses travaux permettent de retracer l'histoire des peuplements humains, d'évaluer l'impact de la sélection naturelle sur notre évolution et de comprendre les interactions entre les dimensions biologiques et culturelles de l'humanité. Elle nous invite tout de suite à plonger au cœur de nos origines communes et à réfléchir à ce qui fait de nous une seule et même grande famille humaine, dans un échange avec Anne Jean-Blanc, la journaliste spécialiste santé du Point. Le tout, bien sûr, sous vos applaudissements. Merci. Il y a une chose que vous n'avez pas dite, c'est qu'Evelyne Heyer, elle a écrit beaucoup de livres, dont un qui est formidable, qui s'appelle L'Odyssée des gènes, qui a eu au moins 3 prix, qui est revendu et traduit dans le monde entier, qui se lit comme un roman, et ça, c'est vraiment passionnant. D'ailleurs, dans ce livre, vous écrivez que les gènes sont une machine à remonter le temps, qui permettent de découvrir comment, d'une poignée de sapiens errant dans la savane africaine, l'espèce humaine est devenue l'espèce dominante en seulement quelques millions d'années. Alors, je dois bien qu'on commence par l'origine. D'abord, notre séparation d'avec les grands singes et les premiers hommes. Ah, oui, alors je vais vous le faire vite. En gros, on sait la lignée qui va devenir la lignée humaine se sépare de la lignée qui va devenir le chimpanzé et le bonobo il y a 7 millions d'années. Comme ordre de grandeur. Après ça, nous, on évolue en Afrique. Il y a plusieurs espèces qui coexistent, qui se succèdent, etc. Et il y a environ 300 000 ans, il y a notre espèce Homo sapiens qui émerge en Afrique. On a des traces en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est et en Afrique du Nord. Et ce qu'il y a d'assez fascinant avec notre espèce, c'est qu'il y a environ 70 000 ans, on commence à se disperser à l'extérieur de l'Afrique et on va aller petit à petit coloniser tous les continents. Et c'est particulièrement frappant parce que finalement, on est quand même uniquement un singe tropical et on va pourtant aller partout avec des points marquants assez fascinants. Par exemple, on arrive en Australie il y a 50 000 ans, et même au moment des grandes glaciations, quand le niveau de la mer est le plus bas, il y a quand même plusieurs dizaines de kilomètres à traverser en bateau. Et la colonisation d'un continent, c'est pas une personne, donc c'était déjà des groupes organisés. Donc il y a 50 000 ans, on était déjà capable de faire des bateaux et de partir, et ça montre aussi cette curiosité de l'esprit humain. Parce que c'est par curiosité que l'homme a quitté sa savane africaine ? Il n'y a pas d'autre raison, en fait. On était très peu nombreux, il y avait suffisamment à manger. Oui. Voilà. Donc, par rapport à nos cousins, les grands singes, les chimpanzés et les bonobos, qui, eux, sont restés sur place, c'est une des spécificités humaines. Et ce qu'il y a de fascinant, quand on sort d'Afrique, c'est qu'on rencontre un autre membre de la lignée humaine qui était issu d'une sortie beaucoup plus ancienne, à savoir l'homme de Néandertal. Et on va se croiser avec l'homme de Néandertal. On a fricoté avec l'homme de Néandertal. Tout à fait, on a fricoté. C'est les travaux de Svante Pääbo qui a eu le prix Nobel de médecine il y a 2 ans et qui a montré, en retraçant, en comparant l'ADN de Néandertal et le nôtre, qu'on avait dans notre ADN 2% de notre ADN qui est issu de ce croisement avec l'homme de Néandertal. C'est pas beaucoup, c'est qu'il y avait très peu de gens de Néandertal ou que ça a été des échanges assez éphémères ? Il y a eu des échanges assez éphémères, on coexiste pendant 5 à 10 000 ans et c'est peu dans le sens où les génomes n'étaient pas complètement compatibles parce qu'on était quand même en train de devenir des espèces qui avaient du mal à se croiser. Et c'est pour ça qu'on n'en a pas tant que ça. Et quand l'humain continue vers l'est, de l'autre côté de l'Himalaya, il rencontre encore une autre espèce qui s'appelle l'homme de Denisova, qui est en fait le cousin de Néandertal, le cousin de l'Est de Néandertal. Et là, à nouveau, on va se croiser avec lui.
Et là, on retrouve aussi des traces dans notre génome. Alors là, c'est les populations, surtout les populations océaniennes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui ont jusqu'à 6% de leur ADN qui vient de Denisova. Donc ils ont 2% de Néandertal et 6% qui vient de l'homme de Denisova. Et il y a eu d'autres rencontres éphémères, peut-être, qui n'auraient pas laissé de traces. Enfin, ça, on ne peut pas le savoir, mais est-ce qu'on imagine qu'il y a eu d'autres populations, d'autres peuplades qu'on a pu Alors, il y a recroiser ? une hypothèse forte que, au même titre qu'il y a eu la rencontre à l'extérieur de l'Afrique avec l'homme de Néandertal, il y aurait eu des croisements comme ça aussi en Afrique avec des espèces qui se sont éteintes, parce que Néandertal et Denisova ont disparu. Et donc, pour analyser ça, on est obligé de faire du data mining puissant dans les données d'ADN. Et il y aurait peut-être des traces de mélange avec d'espèces aussi qui ont, elles, disparu. Alors le fait qu'on ait migré comme ça et qu'on ait réussi à s'installer ailleurs prouve qu'on avait des capacités d'adaptation assez formidables, parce que entre la vie au niveau de la mer et la vie en altitude, c'est pas la même chose. Entre le froid et le chaud, l'homme s'est progressivement adapté à son nouvel environnement. Oui, alors on s'est adapté bien sûr avec des outils technologiques parce qu'on a développé des technologies, mais on s'est adapté aussi biologiquement. Comme les outils technologiques, pardon. Dites-moi. Par exemple, les vêtements, des meilleures D'accord. techniques de chasse, des meilleurs outils, etc. Mais on a des adaptations biologiques. Et par exemple, les populations du Tibet sont adaptées à l'altitude génétiquement grâce à un morceau d'ADN qu'ils ont reçu de Denisova. Et ça aussi, on le voit, en fait, de se mélanger avec ces espèces qui, elles, étaient là depuis des centaines de milliers d'années en Europe et en Asie. Ça nous a permis de récupérer des bouts d'ADN chez eux qui nous ont permis de nous adapter à ce nouvel environnement. Parce que je vous rappelle, on vient d'Afrique, on est adapté notamment aux pathogènes et au climat africain, et on se retrouve d'un seul coup en Asie et en Europe. Il faut s'adapter à ces nouveaux environnements, et une des manières dont on s'est adapté, c'est en se croisant avec ces espèces qui, elles, étaient déjà adaptées à ces environnements-là. Donc c'est vraiment des mélanges qui ont permis des adaptations rapides. Et les pathogènes étaient très très différents en fonction effectivement du climat notamment. Oui. On a des idées de... On ne peut pas retracer exactement quels étaient les pathogènes dans le passé, mais en tous les cas, c'était pas les mêmes en Afrique comme en Europe, comme à l'heure actuelle. C'est pas les mêmes pathogènes. Alors, moi, je voudrais savoir comment vous obtenez toutes ces informations. Parce que c'est formidable, vous avez l'air de tout savoir sur des gens qui avaient des millions d'années, étaient présents il y a des millions d'années. Vous faites comment ? Alors, il y a deux techniques. La première technique, c'est d'aller échantillonner des humains actuels, c'est-à-dire des humains modernes. Et moi, j'ai la chance d'avoir monté une équipe où on est allé dans plein d'endroits du monde pour échantillonner des populations humaines. Donc, on monte des collaborations scientifiques dans d'autres pays. On a les autorisations administratives. Et après ça, on a les autorisations des participants qui veulent bien nous donner de quoi faire des analyses d'ADN, par exemple du sang ou de la salive. Et en même temps, on récolte d'autres informations sur ce que les gens mangent, avec qui ils se marient, quelle langue ils parlent, parce que ce sont aussi des facteurs importants pour comprendre l'histoire et l'évolution de notre espèce. Et en plus, depuis une dizaine d'années, il y a ce qu'on appelle aussi la paléogénétique, qui consiste cette fois-ci à lire l'ADN dans des ossements morts, c'est-à-dire dans des squelettes, et donc qui permet d'avoir l'ADN d'espèces ou de populations qui ont disparu. C'est par exemple ce qu'a fait Svante Pääbo, qui a eu le prix Nobel. Il est arrivé à extraire dans l'os de Néandertaliens l'ADN des Néandertaliens, qui a pu être comparé avec l'ADN de gens actuels. Et c'est comme ça qu'on a pu montrer qu'il y avait eu des croisements fertiles. Et on trouve suffisamment de matière partout dans tous les pays du monde pour établir ces comparaisons ? Pour l'ADN ancien, notre gros souci, c'est que dans les pays tropicaux, l'ADN, il ne se garde pas du tout. Donc, en fait, on n'a quasiment aucune donnée, par exemple, sur toute l'Afrique centrale, qui est pourtant un endroit clé pour l'histoire humaine. On n'a rien comme information. On n'a ni squelette, ni ADN. Et parce qu'il y a des endroits où on a des squelettes mais pas d'ADN, par exemple ce qu'on appelle les Homo florensis, les hommes de Flores, qui étaient un peu des tout petits, qui mesuraient 1,10 m et qui vivaient il y a entre 30 et 50 000 années sur une île en Indonésie. Là, on a trouvé les squelettes, mais il n'y a pas d'ADN. Oui, donc ça ne sert à rien.
Enfin, quand même. si, non, mais pour vos études. Non, ça me Ouais, pour nos études, pour on vos est très études, à déçus. vous, à Pour vous. nos études à moi, là, on est déçus. On aimerait bien avoir l'ADN. Là, ce serait génial, quoi. Alors, vous écrivez qu'au niveau génétique, les humains sont identiques à 99,9%. Alors, comment expliquer toutes ces différences? D'abord, les différences physiques. Comment on peut expliquer? Alors, les différences, par exemple, il y a une différence qui saute aux yeux, c'est les différences de couleur de peau. Et maintenant, avec les analyses d'ADN, on comprend bien pourquoi il y a des différences de couleur de peau. Dans les pays chauds, pour se protéger des rayonnements du soleil, c'est bien d'avoir une couleur de peau foncée. Et on sait que dans les pays où il y a moins de soleil, c'est bien d'avoir une couleur de peau claire pour mieux assimiler la vitamine D. Et donc, comme on vient d'Afrique, on était de couleur de peau foncée, on sort d'Afrique, on va par exemple coloniser le nord de l'Europe ou l'Europe, et on pensait qu'il y avait eu un éclaircissement de la peau très rapide. Et en fait, en analysant avec l'ADN ancien des squelettes d'il y a 10 000 ans, 15 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans, 40 000 ans, on se rend compte que non, les premiers Européens, ils étaient noirs de couleur de peau. Les Européens de souche sont des individus noirs de couleur de peau. L'éclaircissement de la peau vient après. Elle vient il y a environ 10 000 ans, parce qu'il y a 10 000 ans, il y a les populations du Moyen-Orient, de l'Anatolie, donc de la Turquie, qui viennent et qui amènent l'agriculture en Europe. Et eux sont de couleur de peau plus claire et ils se mélangent avec les Européens chasseurs-cueilleurs sur place qui étaient de couleur de peau foncée. Premier facteur d'éclaircissement. Deuxième facteur, on change d'alimentation. On a une alimentation qui s'appauvrit en vitamine D avec l'arrivée de l'agriculture. Et là, on voit dans le génome une sélection pour une couleur de peau plus claire. Comme on n'avait plus assez de vitamine D dans l'alimentation, il devient important en termes de sélection naturelle d'être plus clair de peau. Ça veut dire que sans échange, enfin sans mariage et échange de chromosomes, on peut perdre peu à peu sa couleur juste parce qu'il y a on va dire une pression de l'environnement? Tout à fait, mais ça prend des milliers d'années. Bien sûr. Ça va jamais Non, très vite. bien C'est sûr, ça. bien sûr. C'est la différence avec l'épigénétique. La génétique, Oui. c'est toujours super lent. Mais ça veut dire que ceux qui ont peint les grottes de Lascaux, ils étaient noirs de couleur de peau, et en général, les Européens de l'Ouest avaient en plus les yeux bleus. Et donc, alors justement, les yeux, ça aussi c'est quelque chose que vous réussissez à déterminer avec... Oui, on connaît les mutations qui entraînent des couleurs de yeux bleus. Donc on peut, en lisant l'ADN d'individus dans le passé, savoir s'ils avaient ou non les yeux bleus. Par contre, les yeux bleus, c'est pas une adaptation, c'est une adaptation, on pense, par sélection sexuelle. C'est-à-dire que les individus qui avaient les yeux bleus se sont mieux reproduits parce qu'ils ont été plus souvent choisis par les hommes ou pour les femmes, et donc ils ont eu plus de descendants au fil du temps. Ce n'était pas un avantage en termes de survie, mais c'est un avantage en termes de reproduction. Mais pourtant, on dit que le bleu, il est récessif par rapport au foncé, donc c'est étonnant qu'on puisse continuer à garder cette couleur bleue aussi longtemps. Ben oui, parce qu'en fait, au début, les populations, elles étaient de petite taille, donc il y avait une probabilité assez élevée de recevoir à la fois les yeux bleus par le père et les yeux bleus par la mère, et du coup, vous aviez beaucoup d'individus qui avaient les yeux bleus. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut lire d'autre, entre guillemets, dans l'ADN et dans les génomes? Alors, dans les génomes, on lit des trucs assez marrants. Par exemple, il y a les populations d'Indonésie qu'on appelle les Bajau. Ils portent une mutation dans un gène qui leur permet de rester en apnée pendant 14 minutes. 14 minutes. 14 minutes. On est carrément dans le niveau des X-Men, etc. Ah oui, parce que les champions du monde, ils font même pas ça, les humains actuels. 14 Voilà, minutes, ils tiennent ça. pas. Il y a d'autres adaptations absolument géniales. 11 minutes, oui. Il y a des adaptations géniales. Vous avez, par exemple, des populations des Andes qui sont adaptées à un environnement dans le sol où il y a énormément d'arsenic. Et donc, ils ont des mutations dans ce qu'on appelle des chaînes de détoxication qui leur permettent de vivre dans ces environnements-là. On a les Inuits du Nord, les Inuits du Groenland, qui ont des adaptations génétiques à une alimentation très riche en gras, en oméga 3. Si vous allez au Groenland et que vous mangez comme les Inuits pendant 6 mois, je vous assure que vous allez être malade. Faites un infarctus en rentrant ou un accident vasculaire cérébral. C'est ça. D'accord. Et justement, l'alimentation, les déductions que vous tirez sur l'alimentation,
vous vous basez sur quoi alors, on sait qu'il y a eu les chasseurs, les cueilleurs, mais est-ce que génétiquement, vous voyez quelque chose sur l'alimentation ? On voit, quand on étudie conjointement la génétique et l'alimentation des individus, on peut retracer des adaptations. Et l'adaptation qui a été la plus étudiée, c'est l'adaptation au fait de digérer le lait. On est des mammifères et comme tous les mammifères, en fait, on digère le lait quand on est petit, on boit le lait de la mère, mais quand on est adulte, on ne le digère plus. Un veau boit du lait, une vache, elle boit pas de lait. Mais il y a des populations humaines où les adultes arrivent à digérer le lait en étant adultes. Ils ont une mutation qui permet à leur enzyme, la lactase, de continuer à digérer le lait, c'est-à-dire à couper le sucre du lait, le lactose, en glucose et en galactose. Et on sait que les populations qui ont cette mutation, c'est les populations qui sont traditionnellement éleveurs nomades et qui ont le lait comme alimentation depuis des milliers d'années. Par exemple, dans le nord de l'Europe, 90% des adultes digèrent le lait. C'est seulement 5% en Asie. Vous avez des populations en Afrique aussi où 80% des adultes digèrent le lait. Et donc là, c'est un bel exemple où en fait, on voit comment la culture, c'est-à-dire le fait de se mettre à élever des animaux, c'est un choix purement culturel. Le fait de se mettre à élever des animaux et à boire le lait issu de ces animaux, en retour, a changé biologiquement les populations qui ont fait ce choix d'alimentation. On a d'autres exemples comme ça, mais celui-là, c'est vraiment de loin le plus marquant parce qu'il touche beaucoup les populations européennes. Et j'ai eu la chance de monter des expéditions scientifiques pour aller regarder, par exemple, si on retrouvait ça chez les éleveurs nomades en Asie centrale, dans les populations en Stan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, etc. Et donc, on a pu aller là-bas et faire les expériences qu'il faut faire pour savoir si les gens digèrent le lait. Alors, il faut qu'ils arrivent à jeun le matin, on leur mesure la glycémie à jeun, on mesure l'hydrogène qu'ils ont dans la respiration, on leur donne l'équivalent de ce qu'il y a dans 1 litre de lait en lactose, on mesure la glycémie au bout de 20 ou 30 minutes. S'ils digèrent le lait, ils ont transformé le lactose en glucose, ils font un pic de glycémie. Okay. S'ils ne le digèrent pas, ils vont commencer à avoir des gaz et donc on mesure l'hydrogène dans leur expiration et on voit le taux d'hydrogène qui augmente fortement. Et c'est comme ça qu'on peut mesurer si quelqu'un, on dit, est lactase persistant ou pas, c'est-à-dire s'il peut digérer le lait en étant adulte. Et donc en Asie centrale, les résultats sont assez surprenants parce que les éleveurs nomades ne digèrent pas beaucoup le lait par cette voie-là. Seulement entre 10 et 15% des individus, pas beaucoup plus que les agriculteurs à côté. Pourtant, ils ont une alimentation très riche en lait et en produits laitiers. Et donc, on pense qu'il y a une autre adaptation qui a eu lieu. La première, c'est que souvent, le lait naturellement fermente chez eux. Donc, il y a moins besoin de le digérer avec la lactase, mais il reste quand même beaucoup de sucre de lait, du lactose. Et on pense que ce serait aussi leur flore intestinale qui pourrait aider dans ces pays-là à digérer le lait. Mais point d'interrogation, on ne l'a pas encore démontré, il faut retourner sur le terrain, étudier la flore intestinale, c'est encore plus compliqué que prendre l'ADN, parce qu'il faut ramasser les crottes des gens, etc. Donc ça prend un peu plus de temps et c'est un peu plus compliqué à monter comme expédition. Un phénomène, une évolution, on met combien de temps à pouvoir la matérialiser ? Alors là, par exemple, pour cet exemple je dirais, de sélection naturelle d'une mutation qui permet de digérer le lait en tant qu'adulte, ça a pris au moins 5000 ans. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut, pendant 5000 ans, que vous ayez, dans ce cas-là, le même environnement culturel, à savoir, dans ce cas-là, l'élevage des animaux, etc. Pareil, l'adaptation à l'altitude des Tibétains,
Donc ça aussi, ça a pris plusieurs milliers d'années. L'adaptation génétique, c'est toujours quelque chose de lent, quoi. C'est lent, mais ça reste, c'est important, quoi. C'est lent parce qu'il y a une sélection des personnes qui s'habituent le mieux au nouvel état au nouvel environnement. Et c'est donc, ça fait une sélection de ces personnes-là. En fait, les gens qui portent la bonne mutation, là par exemple pour digérer le lait, la mutation, elle n'est pas apparue parce que les gens se sont mis à boire du lait. Elle existait déjà, mais elle servait à rien. Et là, les gens, dans un environnement où les gens se mettent à boire du lait, eh bien, ceux qui portent la bonne mutation, ils vont mieux se reproduire, ils vont mieux survivre, et du coup, ils vont avoir plus de descendants qui, à leur tour, comme ils portent la mutation, vont avoir plus de descendants, etc. Et donc, ça fait des courbes exponentielles, mais ça prend toujours plusieurs milliers d'années. Ça fait des courbes comme ça. Alors maintenant, j'ai une question importante à vous poser parce que c'était au départ le titre de cette table ronde, tous de la même famille. Alors, vous dites qu'on est tous cousins, donc vous, moi, vous tous, et Sharon Stone, puisqu'elle a découvert aussi récemment qu'elle était une descendante de Charlemagne. Racontez-nous. Alors, en fait, le calcul est très simple. Je pense qu'on pourrait même le faire à l'école tellement il est facile. On a tous 2 parents, on a tous 4 grands-parents. Ok, 8 arrière-grands-parents, 16 arrière-arrière-grands-parents. Donc, en fait, c'est 2 puissance G, le G étant le nombre de générations. Et si vous regardez, par exemple, il y a 40 générations, donc il y a 800 ans, ça vous fait 1000 milliards d'ancêtres. Ok, à cette époque-là, il y avait 10 millions de personnes en France, grand maximum. Et donc, comment on explique ça ? On explique ça parce qu'en fait, vos ancêtres, ils sont plusieurs fois dans vos généalogies. C'est-à-dire que votre arrière-arrière-grand-mère par voie paternelle, eh ben, c'est peut-être aussi votre arrière-arrière-arrière-grand-mère par voie maternelle. C'est-à-dire que vous avez des ancêtres que vous rejoignez par plusieurs chemins dans la généalogie. Donc ça, c'est pour la généalogie d'un individu. Mais pareil, tous les individus ici, si on remonte vos généalogies de vous, de moi, on va forcément remonter à des ancêtres communs et relativement vite. À tel point qu'on sait que vers l'an 800, on a tous les mêmes ancêtres. Tous ceux qui ont au moins un ancêtre français, ils vont avoir les mêmes ancêtres à l'échelle de la France. Ce qui fait que quand un généalogiste ou quelqu'un qui a fait sa généalogie vous dit bah, « moi je suis arrivé à remonter à Charlemagne », bah, vous pouvez dire sans vous tromper bah, « moi aussi ». Et donc, ça c'est le premier résultat fascinant. C'est que même si vous calculez à l'échelle de la planète, on est tous liés par des cousinages assez proches. Et on peut même calculer de quand date le premier ancêtre commun à toute l'humanité. Et il date il y a seulement 5 ou 6 000 ans. C'est-à-dire, si vous prenez quelqu'un en Chine, quelqu'un en Bretagne, et vous remontez leur généalogie, eh bien, il y a 5 ou 6 000 ans, ils auront un premier ancêtre commun. Et ça remonte assez vite, parce que en fait, vous attrapez très vite les ancêtres des autres. Par exemple, il suffit que vous ayez un arrière-grand-oncle qui était, lui, d'origine chinoise, parce que votre arrière-grande-tante, elle a eu un coup de foudre pour lui, ben vous récupérez tous ces ancêtres de Chine directement dans votre généalogie. Donc c'est des choses qui s'additionnent. Et je trouve ça complètement fascinant. Donc on a tous les mêmes ancêtres, mais ils ne nous transmettent pas tous la même chose génétiquement. Les ancêtres, même quand vous remontez dans le temps, au bout de 6, 7, 8 générations, il commence à y avoir une probabilité élevée qu'ils ne vous aient pas transmis leur ADN. Ils en ont transmis que la moitié à un descendant, qui en retransmet que la moitié, qui en retransmet que la moitié. Et donc, vous pouvez très bien avoir Charlemagne comme ancêtre, mais qui vous a rien transmis génétiquement. Donc voilà, c'est la différence entre ce qu'on appelle un ancêtre généalogique et un ancêtre génétique. Et donc, par exemple, toutes les nouvelles choses qu'on appelle les tests d'origine génétique qui permettent de retracer des apparentements ou d'où viennent les gens, ça ne concerne que les ancêtres génétiques. Et
un ancêtre généalogique peut avoir encore plus de poids dans votre épopée familiale et être peut-être celui qui vous a rien transmis du tout. Et à l'inverse, qui dans votre épopée familiale a peu d'importance, ça peut être celui qui vous a le plus transmis d'ADN. Ça veut dire que ça sert pas à grand-chose de faire des tests génétiques? Bah bon, les gens ça les amuse, donc laissons les gens s'amuser. Je crois que c'est important. Il y a des gens qui se posent vraiment des questions sur leurs origines et pour qui ça a l'air d'être vraiment quelque chose d'existentiel. Pour des descendants, enfin des origines relativement proches, on a quand même des informations. Ouais, alors Oui. pour les origines relativement proches, à l'échelle du continent, les informations sont fiables. Elles sont pas fiables quand on va sur des choses plus précises. Parce qu'en fait, on prend votre ADN, on le coupe en petits morceaux et on compare chaque petit morceau à des populations de référence. Par exemple, des populations, on a décidé, eux, c'est les Italiens, eux, c'est les Français. Et par exemple, si beaucoup de vos ancêtres viennent de Nice et que la population de référence dans la compagnie que vous avez utilisée pour les Français, c'est des gens de la Picardie, on va plutôt vous dire que vous êtes italien. Vous êtes plus proche génétiquement d'un Italien quand vous êtes Français du Sud que de quelqu'un de Picardie qui va être plus proche d'un Belge. Donc au niveau fin, je dirais, votre pourcentage français, italien, espagnol et tout ça, c'est pas très fiable. Par contre, à l'échelle globale, votre pourcentage, on va dire africain, asiatique, européen, voire même amérindien. Bon, amérindien, non, c'est en général très faux, mais oui. Ça veut dire que ces tests-là deviendront de plus en plus fiables, plus il y aura de gens qui les feront, parce qu'il y aura une base de données qui sera de plus en plus importante? Alors le problème, c'est que ces compagnies, elles expliquent pas comment elles font leur population de référence. Et quand j'ai discuté avec certaines personnes qui travaillaient dans ces compagnies, ils utilisent beaucoup l'autodéclaratif. C'est-à-dire, moi, par exemple, je peux décider qu'en fait, je suis vietnamienne et mettre mon ADN dedans en disant que c'est de l'ADN vietnamien. Mais vous allez tout fausser, là. Ah bah oui, mais c'est ce qui se passe dans les bases de données. Oui. C'est autodéclaratif. Oui. Ça Donc, veut dire que c'est pas fiable pour l'instant. bah non, je pense que c'est pas, c'est fiable à une grande échelle. D'accord. Ok. Et surtout, le problème, c'est que vous donnez votre ADN à des compagnies qui sont d'ailleurs en train de faire faillite et on ne sait pas où l'ADN va partir. Ouais. Ça, c'est plutôt risqué. Oui, c'est plutôt risqué. Puis ça peut être utilisé pour d'autres usages. Par exemple? Eh ben, ça a été utilisé, par exemple, aux États-Unis, un juge a le droit de demander l'accès à ces bases de données génétiques, surtout celles où il y a en plus les noms d'individus. Donc ça a été utilisé, par exemple, pour retrouver des anciens criminels dont on n'avait pas trouvé, mais il restait des traces d'ADN. Et donc, en fait, on regarde cet ADN, comment il match dans cette base de données, et on trouve que, tiens, il est petit cousin germain de Monsieur X qui habite à tel endroit. On remonte la généalogie de Monsieur X, on redescend la généalogie et donc ça nous fait un certain nombre de cousins et on sait que le meurtrier est un de ses cousins et après ça, par élimination, on arrive à retrouver qui est effectivement le meurtrier. Alors dans ce cas-là, c'est génial. Le truc, c'est que votre ADN, il peut être utilisé pour autre chose. Donc, par exemple, aux États-Unis, à l'heure actuelle, vous savez, pour les jeunes femmes, il est difficile de se faire avorter. On peut très bien imaginer que quand elles vont dans un autre État pour se faire avorter, on récupère leur ADN et après, on puisse trouver qui sont ces femmes en utilisant ce type de base de données. Parce qu'elle aura une sœur qui aura mis son ADN dans la base de données, on sait que c'est sa sœur. Donc en fait, votre ADN, il n'est pas que le vôtre. Comme on est tous cousins et qu'on est tous une même famille, votre ADN, finalement, il concerne aussi les autres, vos proches, quoi. Et donc, c'est pas anodin de donner son ADN. Ça, c'est un message important à faire passer. Oui, et puis c'est pour ça qu'en France et en Europe, on est très protégés. Nous, par exemple, tous nos travaux de recherche, il faut plein de formulaires, il faut plein de consentements, il faut montrer comment les données vont être gérées, et il faut qu'elles soient protégées. Il faut en même temps qu'on les partage, parce que la science, c'est aussi le partage, mais ça passe devant des comités d'éthique quand quelqu'un nous fait une demande pour pouvoir accéder à ces données. En Europe, on est très protégés. Ce qui n'est pas le cas partout, malheureusement. Non, c'est pas le cas partout. Ouais. Alors, vous vouliez qu'on termine cette table ronde par un sujet qui est vraiment important parce qu'on est tous génétiquement identiques à 99,9% et pourtant il y a du racisme.
Ah Alors, bah oui, c'est ça. Et donc voilà. Et je trouvais que c'était quelque chose d'un peu désespérant parce que les données génétiques montrent qu'il y a très peu de différences génétiques entre des individus selon l'origine géographique qu'ils ont. Il y a seulement 5% des différences génétiques qui sont dues au fait que vous venez de continents différents. Il y a quasiment autant de différences entre deux Bretons qu'entre un Breton et quelqu'un de Papouasie-Nouvelle-Guinée, si on compte factuellement. Et pourtant, on voit bien que ce message qui est pourtant fort, qu'a amené la science, ne suffit pas à déconstruire le racisme. Alors, c'est vraiment, je dirais que c'est pour moi une grande, voilà, je dirais un grand regret. est-ce que vous pensez que les scientifiques n'en font pas suffisamment? Qu'est-ce qui pourrait faire changer un petit peu cette situation? Alors, ce qui peut faire changer cette situation, bon, c'est quand même bien de rappeler qu'on vient tous d'Afrique, je pense. C'est bien de rappeler qu'on est identique à 99,9%. C'est bien de rappeler ça. C'est bien de rappeler que les gènes impliqués dans la couleur de peau ne codent que pour la couleur de peau. Parce que dans la pensée raciste, il y a ce qu'on appelle l'essentialisation. C'est-à-dire Linné, quand il a fait les classifications, il a dit, par exemple, les Africains noirs de couleur de peau sont indolents. Les blancs sont super, ça voilà. Les asiatiques sont, je sais plus, fourbes, enfin, etc. Il y avait cette idée qu'on associait à ces différences visibles de couleur de peau des caractères. Et la génétique casse fondamentalement ça. Parce que les variants génétiques impliqués dans la couleur de peau ne codent que pour la couleur de peau. Ils ne codent pas pour des caractères. Je pense que c'est un meilleur angle d'attaque que de rappeler qu'il y a peu de différence. Parce que quelqu'un qui a une pensée raciste, il va vous dire, même s'il y a peu de différence, ça me suffit pour faire une hiérarchie. Et peut-être d'expliquer que les différences visibles ne codent que pour des différences visibles, donc de casser l'essentialisation, c'est peut-être la meilleure démarche à avoir d'un point de vue scientifique. Et c'est peut-être aussi un message qui pourrait passer quand on enseigne la génétique. Oui, ce serait bien. Dès l'école, parce que finalement, c'est là qu'on commence avec les petits pois du moine. Là, c'est là qu'on commence à découvrir un peu ce qu'est la génétique et ce qu'elle fait, son rôle. Oui, puis ce serait bien d'expliquer aux jeunes que les différences de couleur de peau, c'est juste des différences de couleur de peau qui sont des adaptations dans le passé. Puis peut-être de rappeler effectivement que les premiers Européens, et pendant, je dirais, les 3/4 de l'histoire européenne, on était noirs de couleur de peau. Je ne sais pas, ça peut peut-être faire changer les idées de certaines personnes. On prend quelques questions? Merci beaucoup. Oui, on va déjà vous applaudir. Merci beaucoup pour vos messages. On va vous passer un micro. Qui veut poser la première question? Ah, c'est là. Mettez-vous dans la lumière. Oui, bonjour. J'avais une question concernant l'adaptation. Donc, vous dites que les chasseurs-cueilleurs de l'époque, Lascaux, donc c'est du Magdalénien, moins 12 000 à Louche, avaient les yeux bleus et par contre étaient noirs de peau. Sauf hors de ma part, Sapiens, c'est moins 54 000 ans, l'arrivée en Europe, je crois. Et donc, il n'y aurait eu aucune évolution vers une clarification de la peau jusqu'à moins 12 000 ans. Très peu. Effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on regarde dans un génome des premiers paléolithiques des chasseurs-cueilleurs européens qui datent de 30 ou 40 000 ans, quand on décode leur génome, ils ont toutes les mutations qui codent pour une couleur de peau foncée. L'éclaircissement vient beaucoup plus tard. Et il y a même, c'est très drôle, il y a l'exemple d'une jeune femme danoise qui date de 6000 ans, où ils ont pu analyser son ADN à partir d'un espèce de chewing-gum en essence de bouleau qu'elle avait mâché, enfin en résine de bouleau, excusez-moi. Et pareil, elle aussi, il y a 6000 ans, elle est noire de couleur de peau avec les yeux bleus. L'homme de Cheddar aux États-Unis, qui date de 11 000 ans, il est noir de couleur de peau. Et donc, ça aurait été l'éclaircissement des populations, ce serait fait par dilution, si je puis dire, par migration, par importation. C'est ça, parce que vous avez une grande vague d'immigration qui arrive en Europe. Ce sont les agriculteurs qui viennent d'Anatolie et qui se mélangent avec ces chasseurs-cueilleurs sur place. Les gens qui viennent du Moyen-Orient sont déjà plus clairs de couleur de peau, donc ils amènent des mutations qui éclaircissent la couleur de peau. Et en plus, comme on change d'alimentation, on a moins de vitamine D, il y a une pression de sélection forte pour l'éclaircissement et on voit les fréquences des mutations
de couleurs de peau plus claires qui sont arrivées en Europe, qui augmentent au fil des générations. Et c'est comme ça que se produit l'éclaircissement. Ok. Donc il y avait bien un grand remplacement, mais c'était les blancs qui venaient. Monsieur, on va vous passer un micro et ensuite vous ferez signe derrière. On a encore 2 questions derrière. Oui, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, les sapiens, en arrivant en Europe, ont rencontré les néandertaliens qui étaient déjà là depuis longtemps. Mais alors, ces mêmes néandertaliens, ils sont aussi partis d'Afrique. Donc, est-ce qu'on sait leur histoire? Est-ce qu'on sait quand ils sont partis d'Afrique? Quelle était la lignée commune? Et qu'est-ce qui leur est arrivé à ces gens-là? Alors eux, en fait, donc nous, sapiens, on sort d'Afrique il y a 60 000 ans. Les néandertaliens, ils sont issus d'une sortie d'Afrique qui date d'il y a 600 000 ans. Et juste avant, il y a eu une sortie d'Afrique qui date de 1,8 million d'années, qui est faite cette fois-ci par les Homo erectus. Donc en fait, il y a eu plusieurs sorties d'Afrique. Ces 3-là sont bien documentés. Il y en a certainement eu d'autres, mais ces 3-là sont bien documentés. Et donc, on sait que le rameau qui va donner Néandertal et Denisova se sépare d'une autre il y a 600 000 ans. Et aussi viennent d'Afrique. Monsieur, on va vous passer le micro. Merci beaucoup pour votre présentation. Je me demandais puisque Sapiens visiblement a toujours adoré explorer et qu'on parle là de distances en kilomètres qui sont énormes évidemment entre l'Afrique et l'Europe par exemple, sur une génération, est-ce qu'on avait plutôt des individus qui pouvaient marcher par exemple des mois et faire vraiment une énorme migration, ou alors ça se faisait plutôt 10 km, on s'installait, puis on repartait la génération d'après, etc. Je ne sais pas si on a la réponse de ça. Ah, c'est super que vous me posiez cette question parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous le dire. Effectivement, c'est pas quelqu'un qui est parti en sac à dos d'Afrique avec son sac à dos qui est allé jusqu'en Australie. Ça a pris entre 10 et 20 000 ans. Donc en fait, c'est des déplacements, on dit, de génération en génération. Vous avez une petite population qui s'installe à un endroit et 1 ou 2 générations après, vous avez un petit groupe qui va 10-20 km de là. Et après ça, encore un petit groupe qui va un peu plus loin. Donc c'est toujours en tous les cas, au début de la colonisation, c'est tout à fait compatible avec des petits mouvements comme ça. Plus tard dans l'histoire, on voit aussi des individus qui ont beaucoup bougé. Par exemple, à l'âge du bronze, on voit des gens qui ont bougé de 5000 km du temps de leur existence à eux, quoi. Mais avant, au début, c'est vraiment des petites migrations. Et c'est vraiment cette idée d'aller voir ce qu'il y a juste de l'autre côté de la colline, quoi. De proche en proche. Et c'est de proche en proche. Merci pour la question. Merci. Madame, au fond, on vous passe le micro. Quand vous dites que vous analysez l'ADN sur les squelettes... Je vous entends pas bien, faudrait mettre le micro plus près. Okay. Ouais. Quand vous dites que vous analysez l'ADN sur les squelettes, qu'est-ce qui fait que dans un squelette vieux de 5000 ans, il y a encore de l'ADN ou plus du tout? Alors, c'est ce qu'on appelle, c'est la science dite de la taphonomie. Et donc, taphonomie. Ouais, c'est le processus de fossilisation, de dégradation. Et donc, en fait, vous allez retrouver de l'ADN déjà dans différents endroits du squelette. Il y en a plus que dans d'autres. Il y en a dans la dent et il y en a dans un os dur à l'intérieur du crâne qui s'appelle l'os pétreux. C'est là où, en général, c'est le mieux conservé. Après ça, ce qui permet une bonne conservation, c'est le froid. C'est pour ça qu'on a beaucoup de données, par exemple, sur Néandertal, sur les premiers Européens, etc. Parce que c'est quand même dans des zones plus froides. En général, quand il fait chaud, il se conserve beaucoup moins bien. Et ce qui est vraiment catastrophique, c'est quand il y a des alternances de température très fortes. Par exemple, nous, on a travaillé sur des restes osseux d'Asie centrale qui avaient été trouvés dans différentes tombes au milieu des déserts de l'Asie centrale, où là, il fait très froid, très chaud, très froid, très chaud. Il y a quasiment plus d'ADN dedans, quoi. Madame. Oui, pour revenir au problème de migration, est-ce qu'on a une idée si la sortie d'Afrique a été massive ou le fait de quelques individus? Ça, c'est une première question. Alors, les estimations qu'on a avec les données génétiques, c'est de l'ordre de 5 à 10 000 individus. Mais ça s'est étalé sur plusieurs générations. C'est pas d'un seul coup 5-10 000 individus qui sont sortis. Les dernières estimations, mais c'est fait avec des modèles, avec des simulations, ça se serait étalé sur plusieurs centaines d'années. Mais ça ferait au total entre 5 et 10 000 individus. Voilà, c'est des ordres de grandeur.
Mais c'est fascinant, hein. Pourquoi on est parti? Parce que franchement, les chimpanzés et les bonobos, ils sont restés sur place. Et d'ailleurs, il y a 50 000 ans, ou même il y a 100 000 ans, vous aurez un extraterrestre, il venait sur la planète et il regardait les chimpanzés et les bonobos, et ce qui allait devenir les sapiens. Il pariait sur les chimpanzés et les bonobos, hein, pas sur les sapiens. Hein. On était beaucoup moins nombreux, génétiquement, on a moins de diversité génétique. Il aurait mieux valu parier sur chimpanzés et bonobos. Et puis, on ne sait pas pourquoi, il y a 70 000 ans, on se met à se disperser partout sur la planète. On les remercie en tout cas, sinon on ne serait pas là Je peux à en avoir parler. une autre question. Dernière question, madame. Juste, quel est l'ADN le mieux conservé et le plus ancien actuellement? Quel âge a-t-il? Alors, on a, dans la lignée humaine, il y a de l'ADN qui a été extrait à Cima de los Huesos qui date de 400 000 ans. C'est le plus ancien qui a été fait. Maintenant, dans du mammouth, on arrive à 1 million d'années. Et est-ce qu'on peut espérer que des techniques de séquençage s'améliorent de sorte à ce qu'on puisse remonter encore plus avant? Alors là, les avancées qui sont en train d'être faites, c'est dans ce qu'on appelle l'ADN sédimentaire, c'est-à-dire qu'au lieu d'extraire l'ADN des squelettes, on va le prendre directement dans la terre parce que l'argile peut encapsuler l'ADN et qui permettrait une conservation à plus long terme de meilleure qualité. Et ça, c'est un grand espoir parce que du coup, ça veut dire qu'en Afrique centrale, où il n'y a pas de squelettes, mais où il y a des lacs, on pourrait peut-être, il y a des gens qui sont en train de carotter au fond des lacs pour essayer de voir si dans les boues au fond des lacs et les argiles, ils arrivent à récupérer de l'ADN. Bravo, merci Evelyne Heyer. Quel plaisir. Et si vous souhaitez prolonger ce moment avec Evelyne Heyer, ça se passe juste là dans le hall. Elle dédicace 2 livres, l'Odyssée des gènes et La vie secrète des gènes. On se retrouve dans quelques instants pour parler financement de la recherche en Europe. À tout de suite.